mars 2022, j'ai complètement loupé un potentiel rachat de ma boutique où j'avais reçu une offre d'un agrégateur à 10 000 €. Quand on a passé 4-5 ans de notre vie à dédier ça à un business, on revend ça. Comment est-ce que toi, tu as fait pour faire la transition ensuite? Donc je me suis pris une grosse claque. Je dirais même que c'est ma plus mauvaise décision durant toute cette aventure. J'avais pas forcément fait un super choix dans le sens où il n'y avait pas énormément de volume de recherche. Je tournais à une vente par jour, une vente tous les 2 jours. J'ai cherché vraiment absolument à comprendre pourquoi je ne vendais pas plus quand j'avais des concurrents qui faisaient 10 ventes par jour. Et donc j'ai fait effectuer les changements sur ma fiche. Et à partir de là, les ventes ont commencé à bien décoller. Progressivement, j'ai atteint les 10-15 ventes par jour. Au début, j'ai démarré avec un budget serré. Je suis allé travailler à l'aéroport de 16-17 heures jusqu'à 23 h minuit. Donc ça me permettait d'avoir toute la matinée, début d'après-midi pour bosser à fond sur ma boutique. C'est le genre de choses, on raconte pas forcément ça sur YouTube, sur Instagram, c'est pas très vendeur forcément, mais c'est la réalité. Et moi, je suis passé par là. J'ai cumulé 3 boulots à un moment pendant que je lançais mon business à Amazon. J'ai fait une grosse erreur, c'est que j'ai pas fait d'inspection qualité. Je m'étais dit, les produits, je les envoie directement chez moi. Pour le deuxième produit, là, c'était beaucoup plus compliqué. J'ai eu énormément de défauts. J'ai pris la voiture, j'ai traversé la France et puis je suis allé les voir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un entrepreneur passionnant et membre de ma formation FBA Accélérateur. Vendeur Amazon pendant plus de 5 ans et ayant généré près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, il a ensuite réalisé ce que beaucoup ambitionnent de faire, il a revendu son business. Dans cette interview, il nous partage son parcours, comment il s'est lancé et comment il a atteint plus de 400 000 € par an de chiffre d'affaires, son expatriation aux Émirats et pourquoi il a ensuite sauté le pas et décidé de vendre son business. Si vous aimez ce format de vidéo, ce format interview, faites-le moi savoir en laissant un pouce bleu et en mettant un commentaire sous la vidéo. Et sur ce, je vous laisse profiter de ma conversation avec Nico. Salut Nico et merci de passer sur la chaîne pour venir partager ton parcours de vendeur FBA. Tu as un parcours qui est super intéressant et j'ai hâte que tu nous le partages. Donc bienvenue et comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Salut Seb, écoute, merci pour ton invitation. La première question que j'aime demander à tous les vendeurs Amazon FBA, c'est pourquoi est-ce que tu t'es lancé au début? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce business model? Alors, ce qui m'a poussé à me lancer sur ce business model, c'est déjà que c'est un business basé sur la data. Donc, ça permet d'effectuer des analyses plus ou moins précises. Donc, bon, ça reste quand même des estimations, mais c'est à peu près fiable dans l'ensemble. Donc, ça, c'est la première chose. Également, c'est un business qui est quand même assez pérenne dans le temps. Si on a des bonnes stratégies de développement, d'élargir son catalogue, d'expansion internationale, voilà, ça assure quand même des revenus sur le long terme. Un autre point, c'est la renommée, la notoriété d'Amazon, qui n'est plus à présenter. On sait qu'Amazon, lorsqu'on achète dessus, c'est assez fiable. Il n'y a pas de problème au niveau des paiements. Si on a un souci avec un vendeur, on traite directement avec le service client d'Amazon. Donc là aussi, c'est rassurant. Troisième point, ça va être la logistique. Tout ce qui est logistique et manutention, on ne touche pas son stock au quotidien, quoi. On envoie la marchandise directement dans les entrepôts d'Amazon et puis c'est Amazon qui s'occupe du reste. Donc ça aussi, voilà, c'était vraiment les 3 points les plus intéressants et qui m'ont poussé à me lancer dans l'aventure. Maintenant, à titre personnel, c'est-à-dire que quand toi tu t'es lancé dans ce business model, c'était quoi tes ambitions, tes objectifs que tu voulais atteindre? Alors moi déjà mes ambitions, c'était de pouvoir quitter le salariat. Je pense comme beaucoup de personnes qui écoutent ta chaîne, quitter le salariat et également m'expatrier. Voilà, c'était deux projets que j'avais bien en tête avec mon épouse et aujourd'hui je peux dire que je les ai accomplis. Après en termes d'ambition, d'ambition au niveau des résultats, voilà, de pouvoir vivre assez confortablement, pouvoir voyager quand je le souhaitais, ne pas me priver, en gardant une vie simple, une vie modeste, mais sans être dans la difficulté financière au quotidien, quoi. Plus de liberté dans tes choix de vie, plus de liberté au quotidien, sans pour autant être un petit peu l'archétype du millionnaire sur les réseaux sociaux qu'on voit. Ouais, exactement. Okay.
Et justement, parle-nous un petit peu de ton parcours maintenant. Comment est-ce que tu t'es lancé et comment étaient un petit peu tes premiers pas dans ce business model? Quel a été un petit peu ton chemin de débutant à un business qui tourne sur Amazon? Alors, donc moi, je me suis lancé en 2018, fin d'année 2018. J'ai découvert le business model sur YouTube. Donc, j'ai regardé énormément de vidéos YouTube et puis j'ai choisi d'acheter une formation. Je me suis énormément formé. J'ai commencé à vendre en juillet 2019, juin ou juillet 2019. Et puis ensuite, mon aventure s'est déroulée avec des hauts et des bas, beaucoup de difficultés au début. Donc, fallait se former, apprendre le business model. Il faut être un vrai couteau suisse lorsqu'on vend sur Amazon. Il faut toucher à tout. Donc voilà, c'était le plus difficile au début. Et puis par la suite, forcément avec l'expérience, avec les erreurs, on apprend beaucoup. Donc ça s'est simplifié au fur et à mesure que le temps passait, quoi. Et du coup, quelle a été ta stratégie de lancement? Je sais que, parce que peut-être que les gens vont se poser la question, du coup, forcément, tu as pris une formation en 2018. En 2018, moi, je commençais aussi à vendre sur Amazon. Forcément, on s'est rencontrés après. Tu es devenu membre de FBA Accelerator plus tard dans ton aventure. Donc moi, disons qu'on s'est rencontrés au moment où tu avais déjà plusieurs produits qui tournaient sur plusieurs pays. Mais comment a été un petit peu le début de ton aventure? Tu t'es lancé avec combien de produits, sur quel marketplace? Et surtout, si tu peux nous parler un petit peu, parce qu'on entend beaucoup les success stories quand ça marche. Là, on entend beaucoup de choses, mais on entend un petit peu moins le côté un peu plus réel, la gestion quotidienne, les galères, les challenges. Effectivement, moi, je me suis lancé avec un produit, avec un asin par an et 2 variations. Au début, j'ai pas. Alors, en 2018-2019, tout ce qui était axé sur la différenciation de produits, on en parlait, mais c'était pas aussi important qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, faire la différence avec un bon packaging, une bonne fiche produit, des bonnes photos, un bon copywriting, voilà, c'était ça pouvait suffire pour se développer. En termes de choix de produits, j'avais pas forcément fait un super choix. Dans le sens où il n'y avait pas énormément de trafic, de volume de recherche pour les mots-clés principaux de mon produit. Je tournais à une vente par jour, une vente tous les 2 jours. Et donc, j'ai cherché vraiment absolument à comprendre pourquoi je ne vendais pas plus quand j'avais des concurrents qui faisaient 10 ventes par jour, surtout le concurrent principal. Je me suis dit peut-être effectivement ce marché, c'est lui qui attire le maximum de ventes et les autres vendeurs courent difficilement après. En fait, j'avais une mauvaise stratégie de mots-clés. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça, vraiment à mettre le nez dedans et comprendre ce qu'on appelle le SEO Amazon. Parce que pour ranker sa fiche produit, il faut se positionner sur les bons termes de recherche. Et j'ai trouvé que pour mon produit, le mot-clé principal était un mot-clé en anglais. Je vendais sur la marketplace française. Et donc, j'ai fait effectuer les changements sur ma fiche. Et à partir de là, les ventes ont commencé à bien décoller. Donc, je tournais à 4-5 ventes par jour. Et puis, progressivement, j'ai atteint les 10-15 ventes par jour. Et puis, par la suite, directement, je me suis développé en lançant un autre produit. Donc là, on était toujours fin 2019, octobre 2019, quelque chose comme ça. Donc, ça me faisait mon produit principal avec les 2 variantes plus un troisième. Et ensuite, il y a eu le Covid, la période Covid. Et là, c'est là que mes ventes ont explosé. Donc, par exemple, sur le premier produit où j'avais, comme je le disais, j'ai atteint les 10 ventes par jour, j'ai grimpé à 30, voire 40 ventes par jour. Il y avait pas mal de... Ouais, l'explosion totale. En fait, il y avait pas mal de fiches produits qui étaient fermées durant le Covid. Tu te souviens sûrement de cette époque. Et moi, bizarrement, ils ne m'ont pas fermé ma fiche. J'étais un des seuls qui restait. Tu as raflé toutes les ventes des autres. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça m'a vraiment permis d'avoir un gros boost. Donc, parfois, il faut ce genre de coup de pouce, un petit peu de la chance, des circonstances pour
pour décoller, quoi. Ce Covid qui a été pour nous quand même une grande épreuve et a été quelque part un bon coup de pouce pour mon business. Et puis par la suite, j'ai continué à développer d'autres produits. Tant qu'on reste un petit peu sur ton lancement, une question qui revient souvent et je pense qu'il est un sujet qu'il faut qu'on aborde, c'est la question du lancement. Donc là, tu nous parles d'avoir lancé 2 produits, dont un avec 2 variations en l'espace d'une année, grosso modo. Quel budget est-ce que tu as investi au global dans ton projet pour le lancer et pour le faire décoller? Alors, au global, en réinjectant un peu par la suite, je suis à 15 000 euros tout compris. Donc, Okay. Avec création de société, création de marque, etc. Enfin, enregistrement de marque dans les instituts de propriété intellectuelle. Voilà, 15 000 euros au global. Ouais. Au début, j'ai démarré avec un budget serré. Je devais tourner aux alentours de 3 000, 3 500 euros. D'accord. Ok, donc ça, c'était pour la première commande, pour les prémices. Voilà, les prémices, mais très vite, j'ai dû réinjecter. Ouais. Tout ce que je gagnais, je le réinjectais aussi. Donc, voilà, la première année, je ne touchais rien. C'est ce que je conseille en général, effectivement, pour développer le business. Et donc, du coup, forcément, je conseille de garder une source de revenus à part pendant ce temps-là. Est-ce que toi, du coup, aussi, tu continuais de travailler en parallèle de ton business, ou en tout cas, à l'inverse, tu montais ton business en parallèle d'un boulot? Ouais, effectivement. Alors moi, j'ai commencé justement à me lancer sur Amazon. J'étais au chômage, donc j'ai touché les droits de chômage. Puis très vite, ces droits se sont terminés. Donc j'ai dû trouver une solution pour continuer à développer le business et en parallèle, avoir une rentrée d'argent qui me permettait de vivre, quoi, tout simplement. Donc j'ai pris sur moi, j'ai beaucoup pris sur moi. Je suis allé travailler à l'aéroport. Où je lavais des véhicules de location. Je faisais ça de nuit, on va dire de 16-17 heures jusqu'à 23 heures minuit. Donc, ça me permettait d'avoir toute la matinée et le début d'après-midi pour bosser à fond sur ma boutique. Et derrière, d'aller gagner mon pain quotidien. Mais je gardais toujours en tête cet objectif de pouvoir, comme on dit, être libre financièrement. Voilà, c'est ce qui me motivait le plus, quoi. Ou en tout cas, dans un premier temps, pouvoir vivre pleinement de son business. C'est quand on atteint cette première étape. Moi, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est déjà un premier palier qui est, en fait, on est indépendant financièrement déjà avec son business, et ça, c'est déjà top. Et ça arrive bien plus tôt que la liberté financière qui, elle, on va dire, prend un petit moment quand même à se créer. Ouais, effectivement. Ouais, effectivement. Voilà. J'avais toujours cet objectif d'expatriation qui aussi me donnait un boost de motivation au quotidien. Absolument, et je pense que tu mets un doigt sur quelque chose d'important, et merci d'ailleurs d'avoir été transparent sur ce que tu faisais en parallèle du lancement de ton business. C'est vrai que c'est le genre de choses, on raconte pas forcément ça sur YouTube, sur Instagram, c'est pas très vendeur forcément, mais c'est la réalité. Et moi, je suis passé par là, même si c'était dans des circonstances différentes. Mais voilà, j'ai cumulé 3 boulots à un moment pendant que je lançais mon business à Amazon. Et pareil, en fait, je pense qu'avoir cet objectif, un objectif assez fort, le fait de vouloir s'expatrier, le fait de vouloir vivre de son business et quitter son emploi, ce genre de choses, mais en fait, c'est des choses qui nous permettent de continuer à avancer quand c'est dur, quoi. Tu laves des voitures la nuit, tu travailles sur ton business le jour. C'est pas tout le monde peut faire ça, quoi. Ouais, c'est clair. Après, voilà, il faut avoir beaucoup de détermination. Il faut savoir ce qu'on veut, être déterminé, persévérer, ne rien lâcher. Et puis voilà, continuer dans cette voie, quoi. Garder l'objectif en tête. Donc bon, ça n'a pas duré non plus très longtemps. Je dirais maximum 6 mois. Mais tout de même, quoi, ça demande beaucoup d'efforts. Ouais. C'est les 6 mois qui font la différence, effectivement. Et je voulais revenir du coup un petit peu sur les challenges que tu as dû surmonter pendant ton aventure sur Amazon. Quels ont été les problèmes auxquels tu as dû faire face, que ce soit sur Amazon, avec des fournisseurs? Est-ce que tu as des histoires un petit peu des anecdotes? Des anecdotes. Ouais, c'est ça. Ouais.
Ouais, bah effectivement, au début, donc je me sourçais mes produits en Chine. On connaît tous certaines difficultés des fois à communiquer avec les Chinois. Donc j'ai eu des soucis avec le transport, forcément, comme beaucoup. Au début, c'est quelque chose d'assez compliqué de vouloir maîtriser un petit peu toute la partie transport. Donc ça, c'était un point quand même à améliorer chez moi. Également, j'ai fait une grosse erreur, c'est que j'ai pas fait d'inspection qualité. Je m'étais dit, les produits, je les envoie directement chez moi. L'inspection, je la fais à domicile, je la fais moi-même et j'enverrai ensuite par Amazon via UPS. Donc, c'est ce que j'ai fait les 2, voire les 3 premières commandes. Et bon, c'était pas catastrophique. Pour mon premier produit, c'était pas catastrophique, ça allait. Voilà, toujours des packaging un petit peu endommagés. Donc, je prévoyais de demander à mon fournisseur de m'envoyer 50 packaging supplémentaires à plat qui glissaient dans un carton. Donc, voilà, j'ai réussi à pallier ces petits problèmes. Mais pour le deuxième produit, là, c'était beaucoup plus compliqué. C'était un produit en plastique et j'ai eu énormément de défauts et de malfaçons en fait, ce qui m'a obligé à en mettre allez, un quart de la production à la poubelle quoi. Okay, donc, ouais. Donc voilà, ça c'est une des grosses erreurs. L'inspection qualité aujourd'hui c'est un must-have. Ouais, après la gestion du PPC, forcément, gestion du PPC qui était difficile au début où on connaît pas trop le système d'enchères, de budget, cibler des mots-clés, cibler des acides concurrents. Voilà, faut mettre les mains dans le cambouis, faut apprendre nouveau monde, mais c'est une étape obligatoire. C'est des erreurs classiques, je pense, de débutants. Et c'est vrai que Ouais. le fait de ne pas faire de contrôle qualité, c'est dommage parce qu'en fait, il y a un coût-bénéfice, il y a un ratio coût-bénéfice qui est quand même très, très avantageux envers le fait de le faire parce que ça va coûter 100, 200, peut-être $300 pour au final s'éviter potentiellement des centaines, voire des milliers de dollars de pertes potentielles. Donc ça, plus potentiellement des mauvais avis sur Amazon, ce genre de choses, surtout si on expédie directement depuis les entrepôts, depuis le fournisseur jusqu'aux entrepôts. Donc voilà, c'est quelque chose que je recommande vraiment à tout le monde de faire sur les premières commandes et même sur les commandes d'après. Également le temps passé à faire les contrôles, ça pouvait prendre une journée entière à contrôler tous les produits, vérifier que tout soit OK. Donc le ratio gain d'argent et énergie dépensée, effectivement, ça vaut pas le coup de le faire soi-même. À ce stade-là, donc qu'est-ce qui se passe? Tu continues à lancer des nouveaux produits, à t'étendre sur de nouvelles marketplaces? Donc à ce stade-là, je vends uniquement en France et je continue à faire de la recherche produit. Je me dis OK, il faut que je développe. Et je tombe sur un produit qui me paraît banal, mais qui fait de gros volumes de vente. Et je me dis, tiens, bon, c'est un marché concurrentiel, mais je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et je commence à chercher un fournisseur en Europe. Donc, je me suis dit, je vais pas acheter en Chine, je vais essayer d'acheter autour de moi. Et je trouve un fournisseur en Europe. Donc là, c'est un petit peu ce qui fait que je me dis, allez, je fonce, j'y vais. J'investis encore un bon billet sur ce produit-là. Et donc l'avantage d'avoir un fournisseur en Europe, c'est que je suis allé les voir directement. J'ai pris la voiture, j'ai traversé la France et puis je suis allé les voir. Je les ai rencontrés, j'ai visité leur showroom, leur usine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'était une usine quand même qui était reconnue à travers l'Europe et même à travers le monde. Donc voilà, beaucoup d'avantages à se sourcer en Europe à l'époque. Donc voilà, tous les avantages sont forcément des coûts pas forcément plus bas en termes d'achat de produits, mais une meilleure qualité. Et par contre, des coûts de transport bien inférieurs au transport depuis la Chine. Ça, et puis forcément des délais de transport qui sont aussi réduits au minimum. En parlant de cash, des avantages, des conditions de paiement avantageuses où je pouvais payer jusqu'à 30 jours après le départ de l'usine. Ok, excellent. Donc, ça c'est quand même assez rare comme condition à avoir, surtout quand on commence à travailler avec un fournisseur.
Ouais, exactement, exactement. Donc ça, j'ai eu, voilà, j'ai bénéficié de ça. Ça m'a donné un bon coup de pouce aussi. Et puis, bah, pour enchaîner, euh, comme j'avais trouvé ce fournisseur spécialisé dans une niche de produits, forcément, il avait tout un catalogue produits. Et dans l'objectif de développer ma boutique, je me suis dit, bah, plutôt que de chercher un autre produit, je vais plutôt voir les produits du catalogue de mon fournisseur et essayer de reproduire ce que j'ai déjà fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé d'autres produits toujours dans la même niche, toujours avec le même fournisseur. Et bah, c'est ce qui m'a permis de faire d'assez bons résultats à ce moment-là, quoi. On était mi-2020, fin 2020. Voilà, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai mis un gros coup d'accélérateur en lançant de nouveaux produits. Excellent, ok. Et donc, ensuite, tu as continué à développer ton business. Il y a un sujet que je vais aborder et qui est intéressant, c'est la revente de ton business. Avant, en tout cas, au moment où tu as commencé à penser à revendre ton business, où tu avais continué à le développer, au niveau statistique, au niveau chiffres, voilà, tu avais un business qui chiffrait à combien à peu près pour qu'on ait une idée? Alors, je faisais environ 40 000 euros de chiffre d'affaires avec un profit entre 18 et 20%. Donc, c'était pas énorme en termes de profit. Par contre, je faisais beaucoup de volume. Par mois, on est d'accord. Par mois, ouais, bien sûr, par mois, ouais. Ouais, donc ma meilleure année, ça a été 2021, où j'ai atteint plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires, toujours avec un profit de 18%, on va dire en moyenne. Mais par contre, énormément de volume. Je faisais ça avec 3 assises par an. Il y avait une dizaine de variations. Donc c'est quand même, voilà, c'était quand même intéressant. Ça me demandait forcément moins d'efforts, moins de boulot, puisque j'avais mon fournisseur en Europe. Un des produits que je sourçais en Chine, je l'ai arrêté aussi. Voilà, j'ai épuré mon catalogue également. Et donc, du coup, là, tu as un business qui génère environ 400 000 euros de chiffre d'affaires par an. Avant qu'on passe au sujet de la revente, au niveau de la gestion quotidienne du business, il y a beaucoup de gens qui se demandent un petit peu voilà, quels sont les efforts à fournir, combien de temps ça prend, est-ce qu'on peut déléguer certaines choses, voilà, comment est-ce que toi, tu t'organisais à ce moment-là et à ce stade-là dans ton business une fois que tu l'avais quand même bien développé? Alors, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, ça demande beaucoup d'efforts. Donc, construire le business, mais également s'assurer une revenu d'argent pour vivre. Donc, au début, ça me demandait 6 à 10 heures par jour de travail, 10 heures, Ouais. 10 heures les week-ends. Donc, ça demande de la rigueur, ça demande de bosser, quoi. J'ai délégué très peu de choses. J'ai délégué la partie photo, ensuite la partie vidéo, forcément. Mais pour le reste, je le faisais quasiment tout seul. Tu continues aussi à faire le support client, ce genre de choses? Ouais. J'ai fait l'ensemble des tâches, je les gérais seul. Pareil pour le PPC. Donc, j'ai vraiment commencé à me former sur le PPC et à essayer de le gérer au mieux. Donc, ouais, au début, 6 à 10 heures, et puis progressivement, forcément, en développant le business, bah, ça demande moins de temps. Tout va dépendre si on est dans une phase de développement ou si on stagne un petit peu, on essaie de déjà contrôler ce qui est en place et d'améliorer. Croissance versus maintenance, quoi. Voilà, exactement. Donc, on va dire, à mon rythme de croisière, je pouvais passer maximum, des fois 2 heures par jour, grand maximum. Enfin, tout dépend vraiment des tâches à accomplir, quoi. Super, merci pour ta transparence là-dessus. Une autre question qui revient souvent, et je sais que ça intéresse pas mal de personnes, c'est de savoir si tu as utilisé certaines stratégies, certaines astuces, ou en tout cas voilà, les choses sur lesquelles tu t'es concentré pour non seulement scaler le business, mais aussi pour l'optimiser. Déjà, c'est d'essayer de réduire ses coûts de transport au maximum. Donc, forcément, d'optimiser la taille de son packaging. Donc, ça, c'est un point important. Au début, on peut être tenté de se dire, bon, bah, 2-3 centimètres en plus, bon, c'est pas bien grave. Si, ça peut changer vraiment beaucoup de choses. Ouais, ça peut changer énormément de choses. Donc, bien optimiser la taille de son packaging. Voilà, bien acheter. Ça aussi, c'est important. Avoir les bons prix et la bonne qualité.
toujours faire un produit qualitatif, un produit différenciant. Donc moi, à ce moment-là, effectivement, je me suis étendu au pan-européen. Donc j'ai commencé à vendre. Alors j'ai vendu progressivement d'abord en France, puis au UK avant 2021. Et en 2021, il y a eu le Brexit. Du coup, il y avait de grosses complications pour envoyer la marchandise vers le Royaume-Uni. Donc ça m'a un peu forcé à arrêter le Royaume-Uni, qui représentait quand même un chiffre important dans mon business. Et c'est là qu'il a fallu que je trouve des solutions. Et je me suis lancé. Je me suis lancé dans l'obtention des numéros de TVA, enfin toute cette partie un peu galère, toute cette partie administrative qu'on essaie de fuir, mais qui vous revient dessus par obligation. Développement en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Suède. Puis sur ma fiche, sur la fiche de mon best-seller, je commençais à avoir pas mal de reviews. Donc au début, c'est un peu difficile en pénétrant une marketplace, mais une fois que toutes les reviews sont regroupées, forcément, ça met un coup de boost. Il y a tous ces paramètres qui se sont un peu alignés et qui m'ont permis de bien développer, quoi. Et maintenant, la partie revente. Donc déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir, à un moment donné, considérer l'option de la revente, vouloir revendre ton business, lâcher ton bébé et ensuite, bon, on va y arriver, mais ensuite, comment est-ce que ça s'est passé? Voilà, je sais que tu as une petite histoire par rapport à ça. Ouais, effectivement, moi, j'ai revendu mon business assez récemment. Clairement, j'avais besoin de relever un nouveau challenge, de faire autre chose. Ça fait 5 ans que je vendais sur Amazon et toujours à peu près sur la même boutique. Donc, j'avais envie d'un petit exit. Donc, il y a la partie challenge, il y a la partie financière, bien entendu. Et il y a la partie un peu revancharde où, en 2022, donc mars 2022, j'ai complètement loupé un potentiel rachat de ma boutique où j'avais reçu une offre d'un agrégateur à 175 000 euros. Et à cette époque-là, je discutais un peu avec un autre vendeur, un plus gros vendeur qui avait revendu sa boutique aussi et qui me disait non, tu peux en obtenir plus. Et donc, j'ai été un peu trop gourmand. J'ai un peu fait le forcing avec l'agrégateur et au final, il a abandonné. Donc, je me suis pris une grosse claque. Je dirais même que c'est ma plus mauvaise décision durant toute cette aventure avec cette boutique en Europe. Voilà. Donc, j'avais toujours en tête cette envie de revendre et d'aboutir à cette vente et puis d'effectuer cette petite culbute financière. Au moment où tu avais reçu l'offre de l'agrégateur, c'était au moment où c'était un peu la folie au niveau des agrégateurs. Il y avait des milliards qui étaient investis un petit peu à droite et à gauche. Et en fait, il y avait tout un tas d'entreprises, justement, qu'on appelle les agrégateurs aujourd'hui, qui rachetaient des business Amazon FBA justement à tour de bras. Et c'est vrai que je connais des gens qui ont pu en bénéficier, d'autres non. Et bon, après, c'est vrai que voilà, toi tu nous dis que tu avais un petit peu forcé pour j'imagine, récupérer un petit peu plus. Et puis, forcément, à un moment donné, je crois qu'aussi, c'était le moment où ça avait commencé à dégringoler un petit peu, toute cette histoire d'agrégateur. Ouais, tout à fait. Vraiment, la meilleure année, l'année la plus propice pour ça, c'était 2021. Fin 2020, 2021, c'était le meilleur moment. En 2022, ça commençait un petit peu à descendre. 2023, ils sont tous, ils étaient, là, je crois qu'ils sont tous en faillite. Ou en tout cas, il y en a plein qui ont disparu. Celui qui souhaitait me racheter a complètement disparu. Il y a eu une petite bulle des agrégateurs. Mais donc, du coup, toi, malgré cet échec aujourd'hui, de ne pas revendre ce business au moment où tu aurais pu cash out et partir, tu as quand même pu le revendre plus tard et quand même faire une exit. Et du coup, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu t'es senti? Parce qu'après avoir travaillé 5 ans sur un business sans séparer, même si on le revend et qu'on récupère une bonne somme, c'est quand même quelque chose. Comment ça s'est passé pour toi? Alors donc effectivement c'est comme tu as dit, c'est un peu notre bébé. On a construit le business en partant de zéro et puis quand on voit la progression, on se dit waouh, c'est quand même difficile de s'en séparer. Mais je m'étais déjà fait à l'idée, j'avais déjà cet objectif
cet objectif qui est venu progressivement en fait. Et je me suis dit bon, un jour ou l'autre, voilà, il va falloir que je revende. Donc après, il y a plusieurs façons de revendre. Donc il y a ces fameux fonds d'investissement, les agrégateurs. Il y a également les marketplaces de revente de business qu'on connaît tous, pour la plupart, les Empire Flipper, Flippa, en Europe il y a d'autres markets, il y en a d'autres. Et moi, pour ma part, j'ai revendu à un vendeur Amazon que je connais. Donc, quelque part, ça me mettait aussi en confiance. Je sais que ce vendeur gère plutôt bien son activité, donc j'avais pas trop d'inquiétude pour la survie de ma boutique. Ouais, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui s'imaginent pas forcément que, en fait, une fois qu'on vend le business, bon, c'est pas grave, on récupère l'argent et puis on s'en fiche. Mais au final, on a quand même envie. Enfin, je sais que moi, j'aurais pas envie que de vendre mon business et de le voir en fait péricliter, mourir, être laissé à l'abandon. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec beaucoup de gens qui avaient vendu leur business à des agrégateurs, qui ensuite ne s'en sont pas du tout occupés, ou alors très très mal, c'était géré par des gens qui étaient pas du tout en fait dans ce monde du commerce, du Amazon FBA, qui comprenaient pas vraiment comment ça marchait, et qui ont vendu certes pour de très beaux multiples, des exits voilà, qui changent des vies, mais qui au final pour voir leur business s'écrouler en l'espace de moins de 12 mois, quoi. Forcément, on a envie toujours de garder un œil dessus et voilà, de le voir continuer à grandir même. Et justement, et ça, c'est quelque chose d'autre de très important. Quand on a passé 4-5 ans, peut-être parfois plus, de notre vie à dédier ça à un business, on revend ça, c'est plus à nous. Comment est-ce que toi, tu as fait pour faire la transition ensuite vers une nouvelle identité, presque, une identité d'entrepreneur? Comment est-ce que tu as fait? Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle, moi, j'avais monté déjà une agence ce qu'on appelle une agence 360 orientée sur la vente sur Amazon. C'était en 2022, donc ça fait 2 ans actuellement. Et donc, j'avais cette deuxième activité qui commençait à se développer. Et du coup, ça m'a permis aussi en revendant, de me concentrer un peu plus sur cette activité d'agence et de la développer. Et puis, la petite anecdote, c'est que ma boutique, je l'ai revendue à un de mes clients, quelqu'un qui a racheté ma boutique et qui m'a confié derrière des prestations. Donc, j'avais toujours cet œil bienveillant, j'ai toujours cet œil bienveillant sur ma boutique et sur mes produits. Ouais, mais même plus que ça, tu as encore en fait un petit peu les mains dedans. Ouais. Sauf que c'est plus toi comment dire, C'est plus moi qui récolte les virements d'Amazon sur mon compte, mais j'ai toujours un petit peu les mains, entre mes mains quelques tâches à effectuer et des tâches assez importantes puisqu'on parle de PPC notamment. Et puis il y avait déjà une relation de confiance qui s'est établie entre vous, j'imagine. Et donc du coup les deals sont quand même plus faciles à faire comme ça, surtout quand c'est des deals privés et pas facilités par une marketplace, par un broker. Donc en fait, ce que tu avais fait, et ce qui est assez malin au final, parce que j'ai vu quand même beaucoup de vendeurs, il y a un petit peu ce rêve, en fait, de construire un business. Alors oui, s'expatrier, être libre, gagner beaucoup d'argent, mais quand même cette espèce d'objectif de vendre le business, de faire une exit, et puis ensuite d'être à la retraite ou ce genre de choses. Et au final, un petit peu contre-intuitivement peut-être, j'ai vu des vendeurs faire ça proche de moi, qui au final après ont un petit peu perdu leur identité d'entrepreneur. Ils n'avaient plus de business, ils n'avaient plus grand chose à faire tout simplement. Alors oui, ils avaient beaucoup d'argent, mais beaucoup moins de choses à faire. Et au final, toi, tu as préparé l'après avant. C'est-à-dire que tu avais déjà préparé le terrain, tu avais déjà monté ton agence du coup. Ouais. Et en plus, c'est ce qui t'a permis de trouver un acheteur, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, moi, ça s'est fait un peu naturellement. C'est-à-dire que cette deuxième activité, je l'ai construite parce que j'avais de la demande. Donc, on me contactait souvent pour la partie PPC. Donc, j'ai vu, j'ai trouvé une opportunité et puis je me suis dit, bon, ça peut le faire que de continuer dans cette voie-là. Mais effectivement, ouais, il y a beaucoup de personnes qui revendent et puis derrière n'ont pas forcément d'idée pour relancer un autre business et qui dilapident un petit peu leur argent en prenant du bon temps et au final,
Pour certains, c'est vraiment lorsqu'il y a urgence qui se redonne un coup de boost, un coup de motivation. Et pour certains, ça peut être des fois déjà trop tard, quoi. Aujourd'hui, est-ce que tu as des projets de potentiellement recommencer à vendre sur Amazon, ou est-ce que ton focus principal, c'est l'agence? Tu dis que tu fais de la gestion de PPC du coup? Moi, j'ai un projet toujours de relancer une boutique, cette fois-ci en faisant le focus sur les US. D'accord. Pour des questions de volume, des questions d'opportunité aussi. Le marché américain est un peu différent du marché européen. Voilà, c'est toujours en projet. Ouais, c'est toujours en projet. Ouais, je pense qu'effectivement, quand on a le combo budget à investir, parce que du coup, j'imagine qu'aujourd'hui, tu pourrais investir beaucoup plus pour lancer un nouveau business. Donc, le budget plus, toi, tu as quand même déjà 5 ans d'expérience derrière toi. Je pense que oui, effectivement, là, ça vaut le coup d'aller aux US et d'essayer de faire un gros coup, ou juste de monter un business vraiment solide là-bas, quoi. Ouais, exactement. Et puis voilà, comme tu l'as dit, avec l'expérience emmagasinée, forcément, il y a cette partie risque. Bon, elle est toujours existante, hein, elle est toujours présente, mais elle est un peu plus maîtrisée. Ouais. On sait ce qu'on fait. D'un coup d'œil, on sait à peu près si on peut se lancer sur un produit ou non. Donc forcément, voilà, c'est un peu plus facile qu'au début. D'ailleurs, toi, c'est intéressant parce que du coup, aujourd'hui, avec ton agence, j'imagine que tu vas quand même passer pas mal de vendeurs qui viennent chez toi pour te déléguer le PPC ou peut-être d'autres prestations, vu que tu disais que tu avais une agence 360. Aujourd'hui, je sais que c'est une question assez vaste, mais si tu devais donner quelques conseils à des personnes qui souhaitent se lancer, qui ne se sont pas encore lancées sur Amazon, est-ce que tu penses que c'est toujours possible de se lancer, et est-ce que tu as des conseils pour ces gens-là? Alors oui, c'est toujours possible de se lancer. Comme je l'ai dit, c'est toujours possible, mais c'est plus difficile. Donc il faudra vraiment avoir une bonne stratégie de branding, une bonne différenciation de produits, et puis voilà, être sérieux dans son travail. Un des critères les plus importants, et je pense pas que tu me contredises dessus, c'est quand même le choix du produit, le choix du premier produit. Voilà, c'est bien étudier sa niche, bien étudier son marché, faire une bonne étude. Voilà, ça reste primordial. Voilà, et puis derrière, avoir suffisamment de cash flow quand même pour pouvoir tenir la cadence, quoi. Ouais. À l'époque, on pouvait démarrer avec un budget peut-être de 3 000 euros. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit jouable, quoi. Ou alors c'est pour l'achat d'un petit produit et puis ça va prendre énormément de temps. Non, c'est sans doute préférable de se lancer avec des budgets un petit peu plus élevés pour déjà s'ouvrir le choix, un choix un peu plus large de produits. Et puis de toute façon, avec des budgets assez faibles, je pense que ça va toujours être des petits produits dans un marché qui sera sans doute pas les US, même si c'est possible, mais effectivement, ouais, effectivement. Donc là-dessus, je te rejoins. De toute façon, tout passe par l'étude de marché, hein, vraiment, hein, l'étude de marché, qui ait une demande suffisante, des bons volumes de recherche, vérifier que les concurrents fassent tous des ventes, qu'il n'y en ait pas qu'un seul qui amasse l'ensemble des ventes. Qui certaine profondeur de marché. Voilà, exactement, une profondeur de marché. Tout à fait. Et puis ensuite, revenir sur cette notion de cash flow qui est importante pour tout de suite avoir l'argent disponible en cas d'explosion d'un business qui peut aller très vite. Et à ce moment-là, il faut vraiment aller rapidement réinvestir et repasser commande, quoi. Ne pas quitter son job et partir à Bali après 3 mois, quoi. Non, pas tout de suite. Il faut vraiment que ce soit bien réfléchi. Il faut prendre le temps. Il ne faut pas se précipiter. Déjà, par rapport à la partie administrative, ça demande aussi quelques recherches et une certaine mise en place. Mais voilà, prendre son temps et le garder dans un coin de sa tête en objectif, mais ne pas, comme on dit, pas mettre la charrue avant les bœufs. Absolument. Voilà. Et pour boucler la boucle, en début d'interview, tu nous disais que un de tes objectifs principaux,
au moment de te lancer, c'était justement de devenir libre, on va dire, de pouvoir quitter ton travail. Donc ça, je pense que ça a été fait. Et aussi de t'expatrier. Donc est-ce que tu t'es expatrié et si oui, où est-ce que tu t'es expatrié? Ouais, donc effectivement, moi j'avais un projet de m'expatrier et oui, je me suis expatrié. Je suis parti vivre aux Émirats Ok. Arabes Unis. Et donc j'ai réussi à partir en plein confinement. C'était le deuxième confinement, octobre 2020. Et voilà, puis j'ai atterri aux Émirats. Donc Ok. objectif atteint, objectif atteint. Bah, écoute, super. En tout cas, ravi de savoir que du coup, tu as atteint tous tes objectifs avec ton business. Même si, comme tu l'as dit, hein, ça t'a pris du temps, ça t'a demandé du travail. C'est pas arrivé comme ça en claquant des doigts ou par magie. Non, bien sûr. Donc voilà, c'est un petit peu le message que je veux véhiculer sur cette chaîne, hein. On paye avec la sueur de notre front et à la fin, si on fait bien les choses, normalement, on est récompensé, que ce soit en pouvant s'expatrier ou alors, comme toi, en revendant son business un jour. Donc félicitations pour ton parcours. Merci. Et puis écoute, je te souhaite du coup le meilleur avec ton agence. Donc du coup, tu restes un petit peu quand même dans le monde d'Amazon, FBA, et je pense que de toute façon, on sera appelé je pense à collaborer, à travailler ensemble. Et Avec puis écoute, plaisir. merci encore d'être passé sur la chaîne et puis à très bientôt. Allez, à plus. Merci, Seb. J'espère que vous avez apprécié cette interview avec Nico. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tout le monde. À très vite pour une nouvelle vidéo.